bonjour à tous. Donc moi, je vais présenter aujourd'hui des travaux de notre laboratoire donc sur un gène qui nous intéresse particulièrement en ce moment, qui s'appelle FAM13A, donc dans le contexte de la mucoviscidose. Donc notre laboratoire est très lié en fait à la clinique, puisque la moitié de notre laboratoire fait partie du CRCM de Trousseau, donc avec des cliniciens qui suivent directement les patients. Et au niveau du laboratoire, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu aller dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois partir des patients et puis s'intéresser à leur fonction respiratoire et puis en détail le contexte cellulaire, puis finalement leur gène et de réaliser des études génétiques. Et finalement, quand on regarde ce schéma, on peut se dire c'est facile, on va du plus compliqué au plus simple, mais quand on regarde un petit peu l'expression génique chez ces patients-là, finalement, on a une complexité très importante. Donc évidemment, pour la mucoviscidose, ça a été rappelé tout à l'heure, donc c'est très bien. On sait que CFTR est le gène qui à l'origine en fait de la pathologie, mais il a été montré donc par des équipes à la fois européennes, donc notamment une équipe allemande, mais également des équipes américaines, que d'autres gènes interviendraient dans la modulation, notamment du phénotype respiratoire. Les autres phénotypes cliniques sont également modulés, mais on va dire de façon moins importante, puisque pour le poumon, on considère que 50% de la variabilité du phénotype respiratoire serait liée à d'autres gènes qu'on appelle les gènes modificateurs. Et donc nous, le gène qui nous intéresse s'appelle FAM13A. Donc on a commencé à travailler ce travail-là, et l'idée, c'est de faire le chemin inverse, c'est-à-dire remonter de ce gène à des modèles cellulaires, des modèles in vivo, donc la souris, même si ce n'est pas forcément l'idéal pour CFTR, et puis finalement aller chez le patient et essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire au niveau soit diagnostic génétique, soit au niveau thérapeutique. Donc on a commencé cette étude il y a à peu près 1 an. Donc, et là, quelques petits résultats. Donc ici, on a des cellules normales, donc avec une architecture classique. Ici, c'est un marquage à la rhodamine à l'alexaphalloïdine en fait, qui marque le cytosquelette d'actine. Donc là, on a une structure normale, donc classique d'un certain type cellulaire. Et lorsqu'on enlève cette protéine dans les cellules, donc ça a été fait par interférence ARN, et ben là, c'est assez bien parlant, je pense. On voit énormément de fibres de stress qui se développent au niveau cellulaire. Donc là, on est content chez les normales et on voit que sans la protéine, il y a quelque chose qui se passe. Alors comme on a commencé ce projet, on était un petit peu dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on était un petit peu perdu dans l'espace du fait qu'aucune équipe travaillait sur le sujet. Maintenant, on va dire qu'il y en a une de plus. Et donc, on a pris un petit risque, c'est-à-dire on a lancé une stratégie double hybride pour essayer d'identifier les partenaires protéiques de cette protéine. Et donc, on a eu des résultats il n'y a pas très longtemps sur ça, et on est assez content finalement. On a un petit peu peur au départ, parce qu'on a en fait une des protéines majeures qui interagirait avec cette protéine serait HSPA8 ou HSC70, qui est une des protéines majeures impliquées dans la dégradation de CFTR par le protéasome, donc dont on a parlé tout à l'heure. Et d'autres familles de protéines intéressantes, c'est les PP2A, avec ici un membre PPP2R5A qui, lui, inactive CFTR. Donc on a des cibles intéressantes, et donc qui sont en cours de développement au niveau du laboratoire. Donc je vous remercie de votre attention, et puis voilà un petit peu les membres de l'équipe d'Ariette Corvol au Centre de recherche Saint-Antoine, impliqués dans les travaux de l'équipe. Merci beaucoup.